Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur i24 News pour l'émission Défense. On va parler tout de suite avec vous, Chani Guidalia, de ces nouveaux tirs de roquettes et ces combats qui continuent dans la bande de Gaza. Oui Mathias, des combats qui ont repris de façon intensive. D'ailleurs je précise que depuis la reprise des combats, il y a eu plus de 430 cibles qui ont été frappées dans la bande de Gaza, plus de 150 terroristes qui ont aussi été éliminés et parmi eux une dizaine de hauts commandants du Hamas. Donc des combats qui ont repris de façon intensive et de l'autre côté, l'armée israélienne, comme depuis le début des opérations à Gaza, fait tout pour éviter que les civils ne soient touchés et a évacué une grande partie des civils vers des zones humanitaires, des civils qui se trouvaient principalement dans le nord de la bande de Gaza. Comme on a déjà vu. Exactement, comme on a déjà vu, et des évacuations donc à Beth Laïa, Beth Hanoun, Jabalia et en périphérie de la ville de Gaza. Et on voit que les tirs de roquettes aujourd'hui, avec ces 2 tirs de roquettes par le djihad islamique palestinien d'aujourd'hui et de ces derniers jours, prouvent que le nord de la bande de Gaza reste, on va dire, le terrain de jeu des organisations terroristes, que ce soit le Hamas ou le djihad islamique palestinien. Alors pendant qu'ils jouent justement aux terroristes, très bon jeu de mots, Chani, il y a ceux qui manifestent contre les organisations terroristes. Oui, un phénomène rare, mais ça fait déjà plusieurs jours que des centaines de Palestiniens manifestent contre le Hamas et pour l'arrêt de la guerre avec Israël. C'est un phénomène qui a commencé dans le nord de la bande de Gaza, qui s'est vite propagé dans le sud contre le Hamas. Donc il y a eu des slogans et des pancartes anti-Hamas. Ils affirment que le Hamas a abandonné les civils palestiniens, les a laissés sans sécurité avant de se retrancher dans les tunnels, ce qu'on appelle véritablement des boucliers civils, des boucliers humains. Que le Hamas a aussi volé une grande partie de l'aide humanitaire et la conséquence de ces manifestations, certains craignent que l'arrêt de la guerre permette au Hamas de se recomposer et de rester le principal, celui qui contrôle Gaza, et d'autres espèrent que le Hamas soit renversé par d'autres groupes à Gaza, y compris le Fatah. Et évidemment, ce n'est pas la première fois que ces manifestations se passent dans la bande de Gaza. Évidemment, le Hamas, encore une fois, a mené une vraie campagne de répression contre ceux qui manifestent. Merci Chani. Et un peu plus tôt dans la semaine, vous avez troqué votre robe et votre maquillage, une fois n'est pas coutume, pour aller en Syrie, pour voir et être au plus près justement des hommes et des femmes qui actuellement sont déployés sur le terrain. Reportage donc signé Chani Guidalia, exclusivement pour i24 News en Syrie. Regardez. À la frontière entre Israël et la Syrie, Tsahal ne laisse rien au hasard. Face aux menaces croissantes, l'armée israélienne renforce sa défense. Nous avons obtenu un accès exclusif dans cette zone stratégique. Depuis 1974, la ligne de séparation entre Israël et la Syrie est régie par un accord de cessez-le-feu. Une zone tampon surveillée par les Nations Unies qui s'étend sur plusieurs kilomètres. Mais ces dernières années, et encore plus depuis la chute du régime de Bachar al-Assad, la frontière est devenue un foyer d'instabilité. Entre la présence des milices pro-iraniennes, des tentatives d'infiltration, Israël considère aujourd'hui ce front comme l'un des plus sensibles du pays. עברנו עכשיו את המכשול ההנדסי וכרגע אנחנו טיפה מזרחה במרחב חיץ, נמצאים סמוך לכפר אל חמדיה. עכשיו אין לנו שום דבר אל מול האזרחים שנמצאים פה, ההפך הוא הגמור, אנחנו גם עוזרים להם איפה שצריך סיוע הומניטרי כזה או אחר, אנחנו מממשים את הקו האחרון של המטר האחרון של מדינת ישראל. L'armée israélienne surveille en permanence la frontière avec des capteurs avancés, des drones et des unités de reconnaissance notamment. Mais face à l'évolution de la menace, Tsahal a décidé d'aller plus loin. Ici, en plein cœur de la zone tampon, Israël construit une nouvelle barrière de sécurité sur plusieurs dizaines de kilomètres. Plus haute, plus sophistiquée, un projet ambitieux qui vise à empêcher toute tentative d'infiltration. זה מכשול דינמי שאנחנו מתאימים אותו לצרכים שלנו של האוגדה. עשינו פה פעילויות, עשינו פה כל מיני דברים אחרים, לא עשינו מכשול. אני לפני 10 שנים עשיתי על אותו הקו את המכשול, הוא היה הרבה יותר קטן. צריך להגיד, רוב רובו של המכשול, אנחנו בונים אותו על בסיס קו החביות, שזה הקו האחרון של הטריטוריה הישראלית. אני לא בונה אותו מעבר לקו שהוא של ישראל. אני בונה אותו בקווי הגבול שלנו. Derrière cette barrière, un ennemi qui se renforce et des groupes armés qui s'organisent
Israël, de son côté, mise sur la technologie et l'anticipation. Je suis ici dans la zone tampon qui sépare Israël de la Syrie, à quelques centaines de mètres du territoire syrien. Israël ne laisse rien au hasard et prend les devants en mettant en place de nouvelles mesures de sécurité et notamment la construction d'une barrière de sécurité. Mais la question reste la même. Est-ce que ces mesures seront suffisantes pour contenir toutes les menaces et assurer la sécurité des habitants israéliens et principalement des habitants du Golan? Et j'ai le plaisir de recevoir avec moi Elkana Kuno Cohen. Si je vous appelle Kuno, c'est bon? On est bon. Vous êtes capitaine de réserve d'unité commando de l'armée israélienne et vous signez ce magnifique livre, Matricule 7-10-2023, le journal de guerre d'un officier commando de Tzahal à Gaza. Pour tout vous avouer, vous m'avez envoyé le livre. Je l'ai lu pendant que j'étais en France ces derniers jours. Plus de 200 pages où je n'ai pas pu m'arrêter une seule seconde de lire tout ce que vous avez vécu depuis le 7 octobre jusqu'à votre démobilisation. D'abord, j'aimerais commencer par cette histoire qui est folle. On vous dit, c'est pas aujourd'hui Elkana, tu rentreras pas à Gaza, tu vas pas rejoindre tes copains maintenant. Et là, vous prenez la décision, c'est écrit dans le livre, de rentrer dans votre ancienne base et de faire quelque chose auquel personne ne s'attendait. D'abord, merci beaucoup de m'inviter. Je suis très heureux d'être là. Et effectivement, le 7 octobre, je me suis rendu à l'unité où j'ai fait mon service militaire. Et lorsque j'y suis arrivé, on m'a dit tout simplement qu'il n'y avait pas d'équipement disponible et qu'on ne pouvait pas m'accepter. Je suppose que c'est de là dont vous parlez. Et on a aussi un endroit où il y a un mannequin. Et j'ai enlevé au mannequin l'équipement qu'il avait sur lui, la veste militaire et l'équipement, et j'ai rejoint l'équipe avec lequel j'avais fait l'entraînement dans la division 551. Ce qui est incroyable, c'est que j'aimerais que les téléspectateurs comprennent. Vous êtes mariés, vous êtes en période de fête, pendant Simchat Torah. Malgré le fait qu'on vous dit c'est pas aujourd'hui Elkana, peut-être que tu rejoindras tes copains demain, vous dites à votre femme, quoi qu'il arrive, j'y vais. Je peux vous dire que tout a commencé quand le 7 octobre, effectivement c'était un jour de fête comme vous venez de le dire, ma femme m'a vu à 5h30 du matin et j'avais très peur et elle m'a raconté qu'elle avait fait un cauchemar. Et dans ce cauchemar, des centaines de terroristes la poursuivaient. Et elle disait, elle porte une arme et elle a dit, je n'ai pas réussi à dégainer. Et je lui ai dit, mais ça n'est qu'un rêve, ça n'est qu'un cauchemar. Je l'ai embrassée, elle s'est endormie. Mais plus tard, j'ai été réveillé par les sirènes d'alerte à la roquette, on entendait les interceptions, on a compris que c'était un événement sérieux. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il allait falloir combattre, surtout parce que j'ai téléphoné à un ami qui m'a dit que des soldats avaient été enlevés. Donc la question n'était pas tellement si j'allais me rendre, mais comment aller me rendre sur place pour combattre. Et ma femme aussi, nous avons pris nos affaires et nous avons été jusqu'à la base militaire. Quand je lis ce bouquin, il y a une phrase qui me choque. C'est-à-dire que vous dites, j'arrive, c'est la guerre, ça tire dans tous les sens, ça frappe dans tous les sens, mais je me bats contre des fantômes. Je me bats contre des trous de souris, des terroristes qui sortent, on les voit de temps en temps. En fait, c'est ça votre guerre. Oui, je pense qu'au départ, effectivement, la guerre était comme cela. Peu à peu, on a vu de plus en plus de terroristes, mais au début, c'est vrai, le Hamas se combattent comme des souris, c'est-à-dire ils sortent de tunnels, ils tirent et ensuite ils redescendent dans les tunnels et ils utilisent les civils autour d'eux comme boucliers. Et malheureusement, les 2 premières semaines de combat, on n'a pas
réussi à identifier les terroristes, à les voir. On entendait des tirs, on voyait des charges explosives, mais le Hamas s'est caché. Et même des missiles anti-chars pendant que parfois vous dormez, vous avez tellement l'habitude de gros booms qu'on vous tire des missiles anti-chars sur votre maison et vous continuez à dormir. Oui, il y a eu un cas comme celui-ci. Effectivement, on s'habitue. On combat, donc on s'habitue. C'est peut-être une bonne chose, peut-être pas. Mais effectivement, souvent, ils sont très proches et on comprend qu'on dort aussi dans ce champ de bataille. Bien sûr, on essaye d'être toujours sur le qui-vive et d'être conscient des environs. Mais voilà, la guerre s'est menée ainsi. J'avoue que j'ai été assez ému. À un moment, il y a un épisode où vous tombez sur un pick-up du Hamas avec du sang à l'intérieur. Est-ce que vous pouvez nous raconter aux téléspectateurs ce qui se passe dans vos têtes et la décision que vous prenez? Oui, un jour, nous avons trouvé un pick-up et on a vu que le siège arrière était rempli de sang. Et on a fait venir l'équipe Eitan, qui est une équipe qui est chargée de l'identification de corps. Et on a compris que 3 combattants qui avaient été kidnappés avaient été tués dans ce pick-up. Et à ce moment, j'ai compris véritablement pourquoi on se battait. Je crois que le 7 octobre, nous avons tous compris, nous en tant que peuple, que nous avons une mission et notre mission, c'est de ramener tous les otages, nous assurer que le Hamas sera anéanti et ne pourra plus nous combattre. Et à ce moment précis où j'ai vu le pick-up avec les sièges pleins de sang, j'ai compris de manière précise pourquoi je combattais et pourquoi il était si important que nous continuions à faire ce que nous faisons. Ce qui m'a choqué aussi, c'est que vous dites... On va sortir. Vos commandants vous dites, vous allez sortir pour 48 heures. Mais vous ne voulez pas. Pourquoi? Alors je ne me souviens plus exactement de quel épisode vous parlez, mais au cours de la guerre, il y a eu beaucoup d'instants où il s'est créé une tension entre la volonté, le désir de rentrer à la maison, à être avec ma femme, voir ma famille, et aussi le fait de comprendre que nous avons une mission très importante et très longue. Et nous voyons qu'il y a encore 59 otages qui attendent qu'on vienne les sauver. Et c'est une tension qui est permanente. D'un côté, on veut bien sûr rentrer à la maison, et on le voit encore aujourd'hui. En permanence, on craint qu'on se fasse convoquer de nouveau pour une période de réserve. Mais on comprend bien que c'est une période qui est cruciale et que chacun essaye de contribuer du mieux possible. Elkana, c'est pas écrit dans le livre, bien évidemment, parce qu'il dépeint une situation 2024. Quand vous entendez que le ministre de la Défense actuel, Israël Katz, dit qu'il va avoir des combats, il avertit toute la population de quitter Bet Hanoun, Bet Laïa. Ce sont des zones où vous, personnellement, vous avez combattu. Est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs, ça va être quoi? Ça va ressembler à quoi, le combat à Bet Laïa et Bet Hanoun? Je pense que les choses n'ont pas tellement changé et je vais vous expliquer pourquoi. En fin de compte, nous avons combattu et nous avons visité chacune des maisons l'une après l'autre, à Jebalia, à Betaïa, dans d'autres endroits. Dans 99% des maisons, il y avait des charges explosives, il y avait des pancartes de shahids, de martyrs, et c'est ainsi qu'ils sont éduqués. Donc je suis convaincu que si on combat de nouveau, la population va réagir de la même manière, même si beaucoup a été détruit, mais on a toute une population qui sanctifie la mort. Et ça a été un choc pour moi. La première fois, quand je suis rentré dans une pièce d'une maison, et voilà, il y avait une chambre de bébé, il y avait une poussette
chaussettes et à l'intérieur, il y avait des grenades. Et derrière le canapé, il y avait des explosifs. Donc j'ai compris qu'il n'y a pas de limite définie à ces combats. Ce n'est pas que les habitants de la bande de Gaza disent on en a assez de la guerre, on ne va pas risquer la vie de nos enfants. De leur point de vue, tous les moyens sont bons, ils sont prêts à mettre en danger leurs enfants et ils se réjouissent si leurs enfants veulent commettre des attentats. Vous écrivez même qu'à un moment, vous entendez un bébé qui pleure, vous allez presque tirer, mais en fait c'est un enregistrement. Oui, dans d'autres secteurs, on a entendu à un moment un bébé qui pleurait et après on a découvert que c'était un haut-parleur et derrière lequel se trouvait un explosif. Et ça n'est pas la seule fois que c'est arrivé. J'aimerais vous raconter une histoire qui est très importante. Il est très important que les téléspectateurs voient à quoi nous sommes confrontés. Une fois, nous nous sommes retrouvés face à une école et nous savions qu'il y avait des infrastructures terroristes à l'intérieur de cette école et qu'il fallait absolument prendre le contrôle de cette école. Mais on savait aussi qu'il y avait des civils. Alors, on lance un appel pour qu'ils évacuent, personne ne sort. On ne comprend pas très bien pourquoi. Donc, on fait voler un drone et on voit qu'il y a des gardiens du Hamas dans l'école qui empêchent les civils de sortir. Et un des enfants, là-bas, essaye de s'enfuir. Et ce gardien du Hamas le tue en tirant avec son fusil. Et à cet instant-là, on comprend qu'il faut absolument tuer ces gardiens du Hamas, pas seulement pour nous, mais aussi pour ces civils, pour qu'ils puissent quitter les lieux. Et un des gardes monte sur le toit de l'école, il est face à nous, et il tient face à nous un bébé. Il sait exactement où nous sommes positionnés. Et il y a un photographe derrière lui qui n'attend qu'une chose, qu'on tire sur le bébé ou qu'il tombe du toit. Alors, nous ne tirons pas. Et il ressort encore une fois sur le toit avec des femmes, des enfants. Une des femmes se penche et notre tireur d'élite a réussi à neutraliser le terroriste. Je vous raconte cela pour que les gens comprennent face à quoi nous sommes confrontés. On parle beaucoup, il y a des manifestations contre nous, mais il faut comprendre à quoi sont confrontés les soldats de Tsahal qui sont sur le terrain. Merci Elkana Cohen d'avoir été avec nous en direct. Juste cette phrase, vous dites que le 1er janvier, après tout ce que j'ai fait, j'ai une mission. Et avec toute mon équipe et la brigade 551, l'unité du peuple, c'est ces mots, moi, qui me touchent. Particulièrement, j'invite tous les téléspectateurs à aller en pré-livraison, en pré-commande, ce livre Matricule 7-10-2023, le journal de guerre d'un officier commando de Tsahal à Gaza, capitaine Elkana Cohen. Merci, effectivement. Je suis très heureux d'être ici et j'aimerais profiter de l'occasion pour remercier Gilles William Goldanen qui a écrit le préambule de ce livre et j'apprécie beaucoup ce qu'il a fait. Merci beaucoup et j'espère qu'on va ramener les otages et remporter cette guerre. On l'espère tous. Merci Elkana Cohen. Allez, l'actualité continue aussi sur Défense avec Océane Nicole. Bonsoir, vous avez les détails d'une nouvelle transaction, d'un achat de matériel hyper sophistiqué, des hélicoptères de combat américains par Israël. Racontez-nous. Oui Mathias, et c'est une transaction, un accord qui est estimé à plusieurs centaines de millions de dollars. Ça a donc été annoncé en début de semaine par le ministère israélien de la Défense qui a donc annoncé la signature de cet accord. Ça s'est fait donc en début de semaine à New York aux États-Unis. Le ministère israélien qui a donc signé avec Sikorsky, c'est un constructeur américain d'avions et d'hélicoptères qui fait partie du groupe Lockheed Martin, une entreprise américaine de défense et de sécurité. Alors concrètement, l'entreprise américaine va intégrer un système israélien, un système avec l'ensemble des systèmes israéliens, que ce soit des systèmes de navigation, des systèmes d'aviation sur les hélicoptères qui sont donc de confection américaine. Ça concerne précisément 12 hélicoptères donc et ce sont précisément les CH-53K. Alors à savoir que ces hélicoptères sont fabriqués
fabrication américaine, mais ils sont destinés à Israël et à l'armée de l'air. Et ces hélicoptères, eh bien, ils sont destinés à remplacer à terme les vétérans Yassour de Tzal. Alors à noter, Mathias, que la production de ces 12 hélicoptères a d'ores et déjà commencé donc par le géant américain. Ça se fait aux États-Unis, dans le Connecticut, et ils seront ensuite, lorsqu'ils seront prêts, ça ne se fera pas tout de suite, mais lorsqu'ils seront prêts, eh bien, ils seront ensuite transférés à Israël. Et évidemment, eh bien, ces hélicoptères, donc de version américaine, sont adaptés évidemment aux spécifications israéliennes, conformément aux besoins opérationnels définis par l'armée de l'air israélienne. C'est donc un contrat militaire de plus signé entre Jérusalem et Washington. Ça montre les liens extrêmement forts entre les deux pays. Et le mois dernier encore, eh bien, il y avait eu une vente d'armes qui a été faite par les États-Unis à Israël, une vente de munitions de bombes destinée donc à l'armée israélienne, à Tzal, une vente qui a été estimée à 6,75 milliards de dollars. Merci Océane. Nicole, Daniel Hervouet, bonjour, bonsoir. Plus exactement, vous êtes contrôleur général des armées, deuxième section. Je vous ai demandé de réagir dans mon magazine parce que depuis la reprise des combats, la France ne cesse, et l'Europe de manière générale, de condamner Israël. Et lorsque je vous ai dit en préambule qu'Israël est attaqué parce qu'on dit d'Israël que c'est Israël qui a rompu le cessez-le-feu, vous m'avez répondu, mais pas du tout. Expliquez-nous. Bonsoir Mathias. Merci de m'offrir l'occasion de m'exprimer un petit peu sur ce point. Alors, cette affaire de cessez-le-feu, liée bien évidemment aux otages, mais également à l'évolution du conflit, est un énorme marché de dupes médiatique, disons, hein. Le cessez-le-feu, ça sert à quoi? Ça sert normalement à avoir un temps de pause dans la guerre. C'est un temps de pause, c'est pas la fin de la guerre, hein, c'est un temps de pause. Et cette pause, normalement, sert à négocier quelque chose. Or, la seule chose véritablement importante qu'il y a à négocier dans ce conflit, pour l'instant, ce sont les otages. Or, on voit bien on a bien vu pendant la période qui était supposée déboucher sur un nouvel accord, ce nouvel accord ne venait pas. Alors on peut se dire oui, mais alors les gens mettent de la mauvaise volonté. C'est pas la question. C'est que dès le début, l'affaire, les dés étaient complètement pipés. Parce que le Hamas, dans le jeu de la négociation au sujet des otages, a toujours souhaité mener son jeu et d'une certaine manière faire danser Israël d'un pied sur l'autre. Donc ce que vous dites ici, Daniel Hervouet, finalement, ça paraît suffisamment clair. Pourtant, ça ne l'est pas du côté de la présidence ou du Quai d'Orsay. Oui, bien sûr, parce que vu de loin, d'abord, on ne sait plus ce que c'est que la guerre. On ne sait pas quel est le véritable visage de l'ennemi d'Israël, et ça c'est absolument essentiel parce que lorsqu'on fait la guerre, je veux dire, si on n'a pas la moindre idée de la réalité du comportement psychologique, politique, propagandiste, etc. de l'adversaire, on risque pas d'obtenir l'avantage et de régler la solution. Alors à Paris, vous savez, on aime bien se payer de mots. Et se payer de mots, c'est pouvoir annoncer à un journal de 20 heures ou n'importe quand, par un communiqué brillant, qu'on a réussi à obtenir un cessez-le-feu. Et là, tout le monde est content parce qu'on se dit « Ah, enfin, on a une pause dans la guerre, ça va s'arrêter, c'est la fin, c'est quasiment la paix. » Tout ça, c'est complètement irénique. C'est une histoire de bisounours dans lequel on ignore, parce qu'on l'a oublié complètement, l'importance du rapport de force. Et le rapport de force au Moyen-Orient, et dans ce conflit en particulier, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Le rapport de force entre les ennemis et le rapport de force aussi à l'intérieur de l'État. Vous venez de publier un article où vous dites aussi qu'il y a des forces qui s'opposent à l'intérieur d'Israël, qui jouent aussi, qui font le jeu du Hamas.
Alors, bien évidemment, bon, dans un pays démocratique comme Israël, bon, il y a une majorité, une opposition, et les uns et les autres, bon, ont plus ou moins de vigueur dans l'expression de leurs idées et les expriment surtout plus ou moins en situation opportune ou inopportune. Bon, alors ça, le Hamas le sait parfaitement. Hein, le Hamas le sait parfaitement, se souvient de ce qu'avait appris Yahya Sinwar lorsqu'il était dans les prisons israéliennes. Il parlait couramment l'hébreu, il regardait la télé, il voyait les divisions de la société, il savait ce qu'il y avait dans la tête des citoyens israéliens, surtout lorsqu'il y a des otages ou lorsqu'on doit envoyer nos soldats au combat, donc avec le risque bien sûr de perte, de blessures, etc. Tout cela, dans un pays où on aime la vie plus que la mort, contrairement au Hamas, ça a beaucoup d'importance. Et donc, chaque fois que le Hamas le peut, il essaye bien sûr de jouer de cela. Et dans l'affaire des otages, il est évident qu'il y a une partie, enfin tout le monde en Israël bien sûr, souhaite le retour des otages, même si on a à craindre beaucoup de déceptions en la matière, car probablement que le nombre de vivants n'est pas celui qu'on pourrait souhaiter. Merci Daniel Arvouet, et j'espère qu'on pourra se reparler très rapidement et peut-être bientôt à Jérusalem. Merci Daniel Arvouet d'avoir été avec nous. À bientôt à Jérusalem, Mathias. À très vite. Daniel, voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, la suite du programme.